Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Holt et bienvenue dans cet épisode. Ensemble, nous allons faire une traversée, une plongée dans le principe féminin, le grand yin, la porte 2, la porte du réceptif. Nous allons en parler en traversant également, en utilisant les arcanes du tarot, qui vont venir, ces deux arcanes bien particulières, vont venir nous informer et nous parler de ce que c'est que cette grande énergie archétypale, ce principe yin. Et on va aussi traverser les Gene Keys qui nous parlent de la façon dont la conscience humaine, à un niveau individuel et à un niveau collectif, évolue en faisant résonner et vibrer ces fréquences-là. Restez avec moi jusqu'à la fin de l'épisode où on ira ensemble visiter la grande histoire, l'histoire humaine, pour aller découvrir, au moment où le soleil se trouve dans la porte 2, les expressions archétypales au niveau collectif de cette fréquence, cette empreinte. Installez-vous confortablement et bon voyage. Aujourd'hui, on va parler du deuxième hexagramme, le réceptif, ou la réceptive, pourrait-on dire. Le plus yin de tous les hexagrammes, constitué de 6 lignes yin, 6 lignes féminines. On va parler aussi en design humain, dans le système du Human Design, de la porte 2 qui lui est associée. Et on sera amené aussi à parler du tarot, l'arcane 2, qui va nous aider, la papesse ou la grande prêtresse en fonction des decks, qui va nous aider à faire le tour de ce grand principe féminin, ce grand principe yin, qui est partout dans l'univers, et partout à l'intérieur de nous. Parce que chacun et chacune d'entre nous, que vous ayez ou non cette porte définie dans votre schéma corporel, qu'il soit défini ou non dans votre profil hologénique, c'est l'équivalent du schéma corporel ou de la carte natale avec les clés génétiques, peu importe, puisque tout le monde a la porte 2. Et évidemment, l'énergie portée par la porte 2, qui traverse cette porte 2, s'exprime de façon extrêmement différente si elle est définie ou non dans votre schéma corporel, et si vous la portez de façon stable et fixe tous les jours, parce qu'elle est colorée dans votre schéma, parce qu'elle est dans l'empreinte qui s'est déposée, cristallisée à l'intérieur de votre être au moment de votre naissance, ou alors qu'elle soit ouverte, blanche dans votre schéma corporel, et que vous receviez cette énergie de votre environnement, c'est-à-dire littéralement d'aura à aura lorsque quelqu'un s'installe près de vous, ou lorsque la lune est en transit au travers de la porte 2, et que donc vous portez temporairement cette énergie à l'intérieur de vous. La façon dont cela s'exprime est différente. Néanmoins, c'est bien la même essence qui est là, qui vibre, et qui vous traverse un instant, vous traverse, vous informe et vous aide à écouter, puisqu'on va voir, c'est un des mots-clés les plus essentiels qui va aujourd'hui venir se déposer. L'écoute des sensations, des ressentis, d'une voix intérieure et ou d'une voix extérieure qui vient se faire le messager et la messagère d'un message qui est bien pour soi, et qui va venir nous apporter une direction. Allons-y, entrons ensemble dans le vif du sujet. Si vous n'avez jamais entendu parler de design humain ou des clés génétiques, je vous invite vivement à aller faire un tour. Alors les clés génétiques, c'est le livre n'est qu'en anglais pour l'instant, le Gene Keys, mais ça c'est un livre à avoir chez soi. C'est même un bon moyen d'apprendre l'anglais, puisque les mots sont vraiment choisis avec le cœur, et vous verrez qu'il vibre. C'est un livre qu'on peut lire, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et lire les mots, les laisser résonner. Ou alors choisir, bien sûr, donc il y a la structure des 64 hexagrammes qui s'y retrouve, comme dans le I Ching, comme dans le Human Design. Mais là, ce sont les clés génétiques, donc on regarde à travers une autre perspective, cette même structure essentielle, qui est la structure de la vie, la structure de la matière elle-même, puisque, je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi les récentes découvertes, Resonance Science Foundation, donc la fondation de Nassim Haramein, a découvert que
à l'échelle de Planck, donc c'est quand on rentre vraiment tout petit dans la matière, puisque un atome, vous imaginez l'atome c'est déjà très très petit. À l'intérieur d'un atome d'hydrogène, on va rentrer à l'intérieur de la matière, les particules qui ne sont en fait pas des particules puisqu'il n'y a absolument rien à toucher, c'est juste de l'énergie en mouvement. On rentre à l'échelle de Planck, donc on est au milliardième de milliardième à l'intérieur du proton, et lorsqu'on arrive et qu'on observe la structure des mouvements de l'énergie là-bas à l'échelle de Planck, on retrouve une structure à 64 points. On est à l'intérieur d'une structure à 64 sommets, on peut dire, ou 64 pôles. Et ces 64 pôles, évidemment, lorsqu'on change d'échelle, on les retrouve dans l'ADN, qui est donc le lien, le point commun entre toutes les formes de vie. Toutes les formes de vie ont de l'ADN, et cet ADN est constitué de 64 codons. Et ces 64 codons, on les retrouve à une autre échelle, dans le I Ching, par exemple, donc dans la culture, tout simplement. C'est-à-dire que les êtres humains se font porteurs d'une nouvelle dimension pour cette information qui relie la vie. Et on retrouve les 64 hexagrammes du I Ching, les 64 clés génétiques ou les 64 portes du design humain. Qu'est-ce que ça veut dire 64 ? Pourquoi 64 ? Qu'est-ce que ça raconte ? En fait, la façon la plus simple de résumer cela, c'est les 64 empreintes fondamentales de l'essence vitale. C'est-à-dire que la vie, lorsqu'elle exprime quelque chose, lorsqu'elle crée un être, lorsqu'elle crée une situation, vous allez... par exemple, vous êtes en train de vous préparer pour aller au repas de Noël. Vous avez plus ou moins envie d'aller parce qu'il y a certaines personnes qui y sont, qu'il y a tout un lot de tensions et que votre énergie est ce qu'elle est ce jour-là. Pour décrire cette situation, elle résonne avec l'un des 64 hexagrammes du I Ching. En réalité, c'est une combinaison de la totalité de la roue, mais chaque situation, chaque être donc va être composé par ces 64 fragments qui sont les plus petites unités possibles pour décrire ce que c'est que le vivant et créer les situations vivantes, vivaces, vitales que l'on vit dans la vie de tous les jours. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans la science de la différenciation, le design humain, je vous invite vivement à vous connecter, donc par exemple à Design Humain France, où vous pouvez créer votre schéma corporel, c'est gratuit, vous faites une capture d'écran et vous pouvez, comme cela, vous référer à votre schéma corporel, qui, vous allez voir, peut être surprenant au départ, il y a beaucoup d'informations, et elle est organisée avec ces 9 centres, les canaux qui les relient, et certains sont des portes sont colorées, des canaux sont colorés peut-être, et il y a aussi du blanc. Il y a plein de blanc dans la charte. Pour comprendre, c'est pas ce qui est coloré fonctionne, ce qui est blanc ne fonctionne pas. C'est pas on-off. Cette polarité, en fait, ce qu'on regarde, c'est que ce qui est coloré est fixe et a une façon stable de fonctionner, et ce qui est blanc est ouvert. Et donc c'est là où vous allez recevoir l'énergie de votre environnement, l'énergie des autres. Lorsque vous vous asseyez près de quelqu'un, vous recevez dans vos espaces blancs l'énergie de cette personne. Et donc, on peut comprendre cette polarité comme émission-réception, ou comme stabilité et mutabilité, ou transformation, évolution. Les espaces blancs sont les espaces de sagesse, c'est là où on apprend et où on change le plus au travers de la vie. Et ce sont aussi, évidemment, nos espaces de conditionnement, donc partout où on est blanc dans notre schéma corporel, c'est là où le plus souvent on va être influencé par les autres, très tôt dans la vie, par la famille, par l'école, par notre culture. On va recevoir des conditionnements, c'est-à-dire des règles, des principes, des morales, des stratégies qui ne sont pas correctes pour nous, des croyances qui ne nous apportent rien de bon et qui nous éloignent de qui nous sommes vraiment, que l'on peut reconnaître dans un schéma corporel par ce qui est coloré. Évidemment, un être humain est beaucoup plus que simplement les informations colorées que l'on voit dans un schéma corporel. Ne vous sentez pas enfermé ou amenuis par ce petit schéma
c'est un symbole. Mais en regardant ce qui est coloré dans votre schéma corporel, vous pouvez mettre en lumière des mots-clés qui sont des potentiels à vous, qui sont là tous les jours. Et simplement en nourrissant ces potentiels, en reconnaissant ces qualités que vous portez et dont nous, les autres autour de vous, nous avons besoin, alors la merveille des merveilles s'opère. Vous retrouvez les choix qui sont les bons pour vous, les plus corrects, les plus optimaux pour utiliser cette énergie qui est la vôtre. Ou ne pas l'utiliser, c'est-à-dire, on va voir que beaucoup dans l'Human Design, la plupart du temps, il s'agit simplement de dire non merci. Pas aujourd'hui. Ce projet-là, bah non, en fait, pas avec cette personne, pas maintenant. Te filer un coup de main ? Bah non, pas aujourd'hui. Aussi pas demain, mais on en reparle. Et évidemment, de nombreuses fois, il va aussi s'agir de dire oui à des endroits où il y a de la peur. On se dit, ben non, mais est-ce que je peux vraiment le faire ? Il y a du doute. Toutes ces peurs et ces doutes qui sont hérités, encore une fois, de notre culture, de l'obsession de la légitimité, de la... du temps aussi, simplement. Je n'ai pas le temps de dire oui à ce qui est vraiment moi, à ce que je voudrais réellement faire dans ma vie. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas disponible, parce que je suis surchargé, occupé par tout un tas de choses qui en fait ne m'appartiennent pas. Je n'en ai pas besoin, je ne suis pas là pour cela, dans cette vie qui paraît éternelle, et pourtant, on le voit bien en vieillissant. Mais non, en fait, la mort viendra. La mort viendra. Et cette vie-là, ben, ce sera ma seule vie. Alors on peut croire à la réincarnation, mais en réalité, dans ce corps-là, dans cette forme-là, et on va voir qu'avec le deuxième hexagramme, on parle bien du principe de la forme, c'est ma seule vie. Et donc les choix que je fais, ben, en fait, ils ont un impact énorme, y compris les tout petits choix du quotidien. Et on va parler de cela avec cette porte 2, qui est bien une porte de direction, et donc de choix. Le choix juste pour soi. Allons-y. Si vous avez envie de découvrir également les clés génétiques, si vous ne connaissez pas encore, c'est la même chose. Comme le Human Design, on peut vous connecter à genekeys.com et vous pouvez avoir votre profil hologénique, ça s'appelle. C'est en anglais, mais on comprend très bien, mais avec un anglais sommaire. Et ensuite, vous pouvez trouver les traductions de tous les mots-clés sur le web. On regarde à la même chose, mais vous allez voir d'une perspective légèrement différente qui nous renseigne aussi sur la façon dont le collectif va vibrer ces fréquences-là. Parce que donc les 64 hexagrammes, les 64 portes du Human Design, ce sont 64 principes de l'énergie vitale, on les porte tous. Et donc quelque part, bien qu'on soit tous différents, ça c'est très important, on est tous différents et donc on est tous là pour incarner une version différente et unique de l'humanité. Je suis là pour être moi, à ma façon, et à avoir mon chemin dans la vie qui ne ressemble à aucun autre. Ça, c'est la science de la différenciation. C'est vraiment le travail que vient faire le Human Design pour enlever des couches et des couches héritées d'un principe d'homogénéisation qui est là à l'œuvre dans notre culture. Et encore, et encore, et encore. On le voit partout sur les réseaux sociaux. Et bon, les médias, la télé, c'est même pas la peine d'en parler. On essaye de nous vendre des comportements et on est étriqué dans des couloirs avec la consommation, la vie avec la maison, le chien, le truc qui sont des espèces de rêves et des espèces de recettes servies, resservies, dans lesquelles on est contenu et dirigé bien malgré soi. La plupart des gens font ces choix-là sans même les questionner, sans même avoir la conscience d'esprit de réaliser qu'ils sont emmenés dans une rivière qui n'est pas la leur, ou qui devient la leur, mais sans vrai choix.
Et donc, c'est tout le travail de ces sciences-là qui viennent nous ramener de la conscience pour faire des choix en pleine conscience. Est-ce que je veux réellement cela? Est-ce que c'est cela qui est vital pour moi aujourd'hui, qui vibre avec qui je suis, vers mon épanouissement, ou non? Et donc, bien qu'il y ait autant d'expressions que d'individus, ces 64 empreintes, ces 64 essences qui sont universelles, elles sont partagées par tout le collectif, et donc elles vibrent aussi au niveau global. Elles vibrent au niveau global, c'est-à-dire qu'on fait résonner ensemble ces fréquences, et telles qu'elles sont dépeintes dans les clés génétiques, on comprend que, ok, en fait cette fréquence pour parler de la seconde, la porte 2, lorsque l'on vibre cette fréquence de la porte 2, on la vibre à différents niveaux de conscience. Et donc il y a un niveau qui a été appelé l'ombre, ensuite il y a un niveau qui est appelé le don, et le dernier, le Siddhi, qui est la version la plus pure, la plus cristalline de cette fréquence-là. Et donc, la conscience, naturellement, en vibrant une certaine fréquence, va changer, va faire évoluer le spectre de vibration et revenir à l'ombre pour aller vers le Siddhi. Et naturellement, la conscience va avoir des cycles pour apprendre et faire évoluer au niveau individuel et collectif ces fréquences-là. C'est un petit peu abstrait, donc on rentre dans le concret. On va rentrer par la porte du schéma corporel, la porte 2, la porte du savoir supérieur. Au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre ce podcast, dans le ciel, Uranus active la porte 2. Et donc c'est Uranus qui transmet, qui filtre le champ de neutrinos au travers de cette porte 2, et qui active, dans mon schéma corporel, comme dans celui de toute personne qui a cette porte ouverte, active temporairement, ce qu'on appelle un transit planétaire, active temporairement l'énergie de cette porte. Et Uranus, l'énergie d'Uranus, les qualités uraniennes, on verra, font déjà partie de l'hexagramme 2. Les qualités uraniennes d'émancipation, de liberté, comme dans tout le circuit individuel, résonne l'archétype uranien. Cette porte, elle fait partie du centre G. Le centre G, il est là, dans la poitrine. C'est le centre de la direction, de l'identité et de l'amour. Le centre G, défini, qu'il soit défini ou coloré dans votre schéma corporel, ou ouvert ou blanc, il est présent. Il est en fonctionnement à chaque instant. Évidemment, il fonctionne de façon différente lorsqu'il est coloré ou lorsqu'il est blanc. Un centre G défini, il va avoir une fixité dans sa façon de fonctionner, une fixité, une stabilité. Donc la personne qui vit avec ce centre G défini a généralement un contact avec son sentiment d'identité qui est stable. Ce n'est pas forcément une clarté mentale à propos de qui je suis, une réponse à la question qui je suis, mais c'est un sentiment stable d'identité. Je suis cela. Je suis moi. De l'autre côté, lorsque le centre G est ouvert, ou blanc, on a une malléabilité, il y a une évolution, une transformation du sentiment d'être soi. Qui je suis réellement, ou ce que je suis, et comment cela s'exprime, va changer, se transformer, évoluer, voire même prendre des bifurcations très surprenantes souvent pour l'entourage, puisque la personne change complètement de style vestimentaire, encore une nouvelle coupe de cheveux qui lui va plus ou moins bien, des accessoires colorés, très colorés, qui ou au contraire tout à coup sa période noire, ok, et ça peut être déstabilisant pour l'entourage, ou pour l'être lui-même, qui souvent, les centres G, les personnes qui ont un centre G ouvert, blanc, traversent souvent à l'adolescence ou dans la vingtaine des périodes de doute,
particulièrement en se comparant, lorsque le mental se compare, je vois à l'extérieur de moi des personnes qui sont sûres de qui elles sont, qui affirment, ou dans leur façon de parler, ou dans leur style, je suis cela, et qui portent de façon très concrète, très radicale, ou très claire, leur identité, et moi, regardant cela, ben non, je ne sais pas. En fait, ben oui, je pourrais être un peu cela, mais en fait, je pourrais être aussi cela, et j'appartiens à tel groupe, mais aussi à tel autre, et donc, en voulant chercher une fixité, en fait, le centre G non défini perd contact avec l'essence et le cadeau qui est à l'intérieur de cette ouverture. Je suis là pour être ouvert, pour être malléable ou changeant dans mon sentiment d'identité. Et donc je peux être tout cela, tous ces archétypes avec lesquels je résonne, ben je peux les incorporer et décider, parce que cela me plaît, parce que cela résonne avec mon sentiment de qui je suis ce jour-là, mais je peux être cela. Et donc je mets telle chemise ou je mets telle moustache temporairement parce que c'est moi aujourd'hui. Mais évidemment, ça demande un petit peu de temps d'être ok avec un sentiment changeant de qui je suis. Au fond de moi, vous l'aurez compris, là je parle vraiment de moi, Raphaël, j'ai un centre G ouvert. Au fond de moi, qui je suis ne change pas. Tout ce que je vais exprimer et porter vers l'extérieur n'est qu'illusion. Et ce sont des expressions d'une essence qui est ferme et qui vibre sa chanson à elle tous les jours à l'intérieur de moi. Mais la façon dont cela va vibrer, s'exprimer et rencontrer le monde change. De l'autre côté, le centre G défini, étant en contact avec une certaine stabilité, va pouvoir, au fur et à mesure des années, retirer les couches de ce qu'il ou elle n'est pas et affirmer, confirmer et exprimer cette version d'elle qu'elle découvre et qu'elle connaît. Le centre G, donc, est le fort de la porte du savoir supérieur. Cette porte 2, elle est tournée vers le centre sacral qui est en dessous, et donc c'est une porte de direction qui est connectée à l'énergie vitale. Et on va voir à quel point c'est important et à quel point ça fait sens aussi, car la direction de cette porte 2, qui est le principe féminin pur, 6 lignes yin dans l'hexagramme. La répétition de 6 lignes, 6 traits féminins. C'est l'incarnation de la terre-mère. C'est l'incarnation du principe féminin pur. Eh bien, la direction qui va venir de cette écoute, de cette réception-là, elle ne peut être parfaite que si elle reçoit l'énergie vitale, que si elle est connectée directement à l'énergie vitale. Alors, la réponse, alors l'information de la direction est connectée à tout le vivant et donc travaille avec la totalité du grand organisme qui est la vie. Le canal 2-14, entre le centre G et le sacral, c'est le canal de la cadence, ou le canal du rythme. Et donc, les personnes qui ont ce canal défini dans leur schéma corporel vont avoir un don naturel pour donner la cadence, donner le rythme, donner la direction, particulièrement lorsqu'ils travaillent en groupe, ou à l'intérieur de la famille, par exemple. Ce sont des enfants qui décident de où on part en vacances, par exemple, ou évidemment de très bons guides à l'intérieur des groupes, puisqu'ils vont littéralement recevoir l'information correcte pour le groupe, le plus grand ensemble, les informations de direction et de timing. Cette porte 2 fait partie du circuit individuel du savoir. Le circuit individuel, c'est un groupe de portes et de canaux qui nous parle de différence. Venir incarner son individualité, venir incarner l'unicité d'être soi. On fait tout cela en tant qu'être humain, naturellement, mais certains et certaines d'entre nous sont plus porteurs de cette qualité-là.
Et ces canaux et ces portes du groupe individuel du savoir, naturellement, viennent travailler à l'émancipation. Ils viennent travailler à la liberté d'être moi, et donc naturellement, j'influence les autres autour de moi, tout simplement en rayonnant cette liberté-là, c'est-à-dire lorsque j'incarne cette porte 2, et bien naturellement les autres autour de moi vont reconnaître, voir et être influencés, recevoir des informations d'émancipation, et travailler à l'inclusion des différences, l'acceptation de l'autre, et apporter la mutation. Voilà le dernier mot-clé. Apporter la mutation, c'est-à-dire ce qui vient faire désordre, ce qui vient créer le nouveau ou permettre le nouveau, et qui, comme ça fonctionne au niveau génétique, il y a un certain nombre d'essais avant qu'une mutation prenne place et apporte réellement quelque chose au collectif, à l'organisme. C'est la même chose dans la vie humaine. Combien, et tous les artistes le diront, ou tous les entrepreneurs, les personnes qui sont porteuses de ces portes créatives, eh bien il faut apporter, il faut 1000 idées, 1000 essais de ces choses nouvelles, pour que réellement l'innovation arrive, l'innovation prenne. Et c'est tout le travail du collectif que de filtrer en permanence pour différentes raisons. Il y a des idées géniales qui n'ont pas pu voir le jour parce que l'époque n'était pas prête ou parce que l'environnement, le contexte dans lequel l'idée est arrivée n'était pas prêt à la recevoir. Et plus tard, l'innovation est revenue et finalement a vu le jour. Donc c'est tout le travail du collectif que de filtrer en permanence, et c'est tout le travail de l'artiste ou du créateur ou de la créatrice d'accepter que toutes les idées géniales de son point de vue personnel, ou simplement qui te traverse en tant qu'innovant, toutes ces idées-là ne peuvent pas voir le jour ou donner lieu à un projet, mais elles font partie du travail de la créativité, et lorsqu'elles ne naissent pas, elles meurent et nourrissent comme un terreau, nourrissent la terre pour la prochaine idée géniale qui peut-être verra le jour. La porte 2, c'est aussi, on dit, le siège du conducteur. C'est-à-dire que, à l'intérieur du corps, c'est là où est le cristal du design, le soi supérieur inconscient. C'est-à-dire que mon soi supérieur, vous savez, parfois on dit « Ah, mon être supérieur ». Ouais, mais il n'y a pas besoin de regarder tellement plus haut pour le contacter. C'est ici que ça se passe. Et ce soi supérieur, il est inconscient. C'est-à-dire que c'est pas lui qui pense dans notre tête tous les jours. En revanche, au travers de cette porte 2, il est connecté à tout le vivant. La matrice du vivant sur la Terre, la totalité de tous les êtres vivants, humains et non humains, chacun de ces êtres est relié à tous les autres au travers de cette porte-là. Dans la porte 2, je suis en lien avec la totalité de l'organisme. Gaïa, la grande terre-mère, dont je fais partie. Je suis en lien avec la nature, je suis en lien avec la totalité, et donc au travers de cette porte de l'écoute, cette porte du savoir supérieur, voilà lequel il est, ce savoir supérieur. C'est la connexion, le savoir et le ressenti d'être en lien avec la totalité du vivant, et donc les décisions ou les informations qui me viennent au travers de cette écoute-là sont celles du savoir supérieur, la direction en lien avec la totalité. Donc du côté de la réception, elle est branchée au sacral, à l'énergie vitale, et du côté de l'expression, eh bien on trouve les 3 autres portes de la croix d'incarnation du Sphinx. La porte 1, évidemment, qui est son opposé sur la roue. Donc chaque fois que le soleil est dans la porte 2, en train d'activer la porte 2, de l'autre côté on a la Terre qui est en porte 1. Donc c'est réellement un axe de conscience, et on fait l'expérience de cet axe-là, d'un côté l'écoute, et de l'autre côté l'action. La porte 1 tournée vers la gorge, la porte de créativité en action. Et donc c'est une polarité complémentaire. L'hexagramme le plus yin
et l'hexagramme le plus yang. Et il y a deux autres portes, la porte 7 et la porte 13, qui sont également tournées vers la gorge et qui sont deux autres formes d'expression des messages qui sont reçus par cette porte 2 dans le centre G. Pour comprendre un petit peu plus en profondeur l'essence qui est à l'intérieur de cette porte, on va rentrer dans la structure de l'hexagramme du Yi-King. Donc si jamais ça vous paraît obscur ou très technique, ne vous inquiétez pas. Somme toute, c'est extrêmement simple. On parle d'une polarité, yin et yang, vous en avez tous entendu parler. Vous le reliez plus ou moins à des choses plus ou moins claires. Le féminin et le masculin, on entend souvent. Le sombre et le clair. La gravité ou la masse, la lumière. Mais en réalité, ce ne sont que des concepts qui font partie de ces deux pôles complémentaires, le yin et le yang, la terre et le ciel, qui, dans chaque hexagramme, sont à la base de chaque trait. En répétant 6 fois cette empreinte essentielle, yin ou yang, alors on va obtenir les 64 hexagrammes du Yi-King, les 64 variations de l'énergie vitale qui se manifeste. Le réceptif, c'est le plus yin, il n'a que des traits ouverts, on dit aussi traits brisés, qui sont les traits réceptifs, yin. L'hexagramme, il est toujours composé, ce sont 6 traits, mais on peut aussi l'observer comme 2 groupes de 3 traits, qu'on appelle des trigrammes. C'est une façon de comprendre l'image qui est derrière. Les 3 traits du bas, qui est le premier trigramme fondateur, et au-dessus, les 3 traits du haut, qui est le second trigramme. En bas, on a donc ce trigramme-là, il s'appelle la Terre, le réceptif. Et on a la répétition de la Terre au-dessus. La Terre sur la Terre. La Terre qui porte la Terre. Qui reçoit. Qui enveloppe. Quelles sont donc les qualités de cet hexagramme? Les qualités formelles du principe yin, c'est le sombre ou l'obscur, le malléable, la souplesse et la réceptivité ou l'accueil. À l'intérieur de soi, ça correspond à écouter et ressentir. Dans le principe d'interaction, on parle de prendre soin, protéger, nourrir. Et symboliquement, l'hexagramme est associé à la terre, le terreau, l'intérieur de la terre, mais aussi évidemment la terre-mère, la grande terre, le grand organisme vivant, et à l'espace. L'espace cosmique aussi du ciel, dans le sens où, qui est l'espace entre les étoiles, entre les corps célestes, cette grande matrice qui reçoit et permet à la vie d'exister. Et donc, parce qu'on parle du principe yin et parce qu'on parle de la terre, on parle bien du nourrissement, la nutrition, le prendre soin, l'accueil. C'est ce que fait la terre. Une graine va être accueillie, elle va être nourrie, et elle va pouvoir pousser soutenue par la terre. Lorsqu'on imagine la masse, les principes cosmiques de la masse, de la gravité, c'est cela le yin. Tous les corps sont attirés sans distinction aucune. C'est la première forme de l'amour universel, ou la seconde forme de l'amour universel, qui naît en même temps que son opposé complémentaire, la lumière, qui vient du principe yang. Et ce yin, cet accueil, cette attirance, cette attraction, c'est aussi cela que l'on ressent ici, à l'intérieur de soi, entre les êtres, lorsque ça résonne, lorsque ça s'attire. C'est aussi cela la porte 2, la porte de la direction et de l'amour, reliée au centre G. Je suis cela, j'aime cela, je vais vers cela. Et donc, c'est le mystère de cette frontière, lorsque réellement on rentre à l'intérieur du concept même de l'identité. Qui suis-je? Et lorsque je rentre à l'intérieur de cela, je découvre tout ce que j'aime dans la vie,
les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont touché, tous les moments que j'ai vécus, dans lesquels j'ai ressenti de l'amour, je suis tout cela. Et lorsque j'aime ce que je suis, alors je vais naturellement vers ce que j'aime. Lorsque j'exprime ce que j'aime, alors naturellement, j'attire à moi des personnes que je reconnais et avec lesquelles je résonne. Et c'est le grand principe naturel du vivant, d'attraction, de reconnaissance, de résonance, de magnétisme. C'est cela. Je suis ce que j'aime. Je vais dans la direction de ce que j'aime. Et c'est quelque part extrêmement reposant, extrêmement relaxant pour l'esprit de comprendre. Je n'ai pas de contrôle à poser sur la vie. Je n'ai pas de stratagème à construire pour être sûr d'arriver là où je veux arriver. Car en réalité, là où je veux aller, c'est vers moi-même. Et évidemment, je suis curieux de choses que je ne connais pas. Je veux aller découvrir des choses ou exprimer des formes dont je n'ai pas idée encore aujourd'hui. Mais tout cela va continuer d'être moi, et parce que ça va passer au travers de moi et de personnes que je rencontre ensemble en collectif. Tout cela va continuer d'être moi et d'autres façons de découvrir qui je suis dans ce monde, dans cette vie. Et donc je peux me reposer. C'est ce fameux siège du passager dont on parlait tout à l'heure. Je peux m'asseoir dans ce siège. Je peux laisser aller les contrôles de l'esprit, les stratégies héritées ou construites par mon mental, pour m'installer dans ce siège et écouter un instant, ouvrir mes oreilles. On parlera de la papesse, vous voyez comme elle est assise, les yeux ouverts, à recevoir les messages qui sont les siens, qui viennent de l'intérieur, de ce savoir du soi supérieur qui est inconscient, mais qui parle lorsqu'on sait l'écouter, et qui nous parle aussi sous la forme de ressentis ou d'images, de sensations, et très certainement de reconnaissance. Cette vibration, cette reconnaissance de directions qui sont les miennes, de messages, ou d'une porte simplement à laquelle elle est toquée, eh bien tout cela vient de l'intérieur de moi et je n'y accède seulement lorsque je m'autorise le silence. Un instant décroché du mental et de la course vers l'extérieur pour m'asseoir avec moi-même et reprendre la connexion avec ce savoir supérieur. Quelle belle promesse, non? C'est cela, le principe yin. Et le principe yin, donc évidemment là on est en train de regarder l'hexagramme, la porte 2, l'hexagramme le plus réceptif des réceptifs. Mais ce principe yin, il est à l'intérieur des 63 hexagrammes du I Ching, à l'exception du premier, qui est le yang, le plus yang des yang, qui n'a pas de trait yin. Donc ce principe de l'écoute et de la réceptivité se trouve dans une danse avec les traits yang de l'énergie dite masculine, de l'énergie vitale, le principe yang de l'énergie vitale. Que nous dit le I Ching? Donc je vais lire un petit passage du I Ching qui nous parle de l'hexagramme 2, la traduction de Wilhelm. Je vous invite vraiment à avoir le I Ching chez vous parce que c'est un livre fantastique et vous pouvez l'utiliser comme un oracle, donc comme on fait avec un tarot. Par exemple, à un moment, vous manquez de clarté sur une situation, vous avez envie de souffler un peu, comprendre ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes face à une prise de décision ou simplement dans un nuage obscur et où les tensions et les doutes font... Je trouve même pas le mot, quoi. J'arrive pas à en parler tellement c'est horrible. Et vous êtes dans cette situation-là, eh bien vous pouvez vous asseoir, ouvrir ce livre, jeter quelques pièces. C'est très simple, c'est expliqué dedans, vous verrez comment tirer un hexagramme. Et l'hexagramme va vous apporter une image très claire de la situation. Une image très claire, aussi avec quelques conseils, des mots bien choisis. C'est un livre qui a 5000 ans, un peu plus de 5000 ans. Donc excusez son langage qui parfois est un peu austère et ancien, mais la traduction est bonne et ça, très très certainement, ça parle comme des images.
Le jugement. Il y a 2 paragraphes, le jugement et l'image. Le réceptif opère une sublime réussite, favorisant par la persévérance d'une jument. Si l'homme noble doit entreprendre quelque chose et veut se mettre en avant, il s'égare. Mais s'il suit, il trouve une direction. Une persévérance paisible apporte la fortune. Le réceptif, c'est le nom de l'hexagramme. Le réceptif opère une sublime réussite, favorisant par la persévérance d'une jument. Opère une sublime réussite, c'est-à-dire que lorsqu'il vibre, cet hexagramme 2, il est aligné avec la vie. Il va donc vers la réussite, vers l'accomplissement de son désir, de son élan vital, et favorisant par la persévérance d'une jument. La persévérance déjà nous rappelle qu'on est dans le monde de la forme, on va rencontrer des résistances. Les formes entrent en friction, des portes s'ouvrent et se ferment, et donc le chemin peut être alambiqué, sinueux, mais la persévérance d'une jument nous mène à la sublime réussite. Pourquoi d'une jument? Qu'est-ce que c'est l'image de la jument? La jument, c'est un animal de la terre. Le cheval, animal de la terre. C'est vraiment l'incarnation du corps, le corps vif, le corps ancré, qui avance avec une détermination et persévérance, mais qui est néanmoins à l'écoute des signaux et donc qui avance en lien avec ce vivant. La jument, vous la ferez jamais avancer s'il y a un serpent qui est là sur le vif en train d'attaquer. La jument, c'est aussi le symbole de la symbiose avec sa cavalière ou son cavalier, qui est ici, c'est vous-même. Votre esprit sur la jument et votre corps est la jument. Et vous voyez, comme dans le tarot, dans l'arcane numéro 7, il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de reine sur cette jument-là. Il n'y a pas besoin de la conduire. Votre mental, votre esprit, votre personnalité consciente peut s'asseoir sur cette jument, poser ses mains, vous pouvez lui brosser un petit peu la crinière si vous voulez, ou simplement poser vos mains sur son cou pour être en lien et sentir ce sang chaud qui bat là, juste sous vous, et laissez la jument vous guider. La jument, c'est votre corps, c'est cette porte 2 qui est réellement en lien avec tout le vivant, cette grande matrice d'informations et de potentiel, va trouver le chemin, va trouver le rythme, qui est le rythme juste, pour vous mener vers l'accomplissement de ce désir, ce rêve, ce projet. Si l'homme noble, donc l'homme noble c'est la plus belle image de vous, la personne noble on va dire, c'est mieux. Si la personne noble doit entreprendre quelque chose, et veut se mettre en avant, elle s'égare. Car le moment où la porte 2 s'active, où elle vous parle, ce n'est pas le moment de vous mettre en avant, c'est pas le moment de se mettre debout et dire « Je sais, on va aller par là, on va aller... » Non. C'est le moment de vous asseoir. Si elle suit, elle trouve une direction. Et donc suivre, c'est cette image de l'abandon de soi, du silence de l'esprit, qui une seconde, ou plutôt un moment, va se mettre à écouter le silence, écouter dans le silence sa voix intérieure, écouter cette direction qui vient la trouver parce qu'elle n'est pas en action. Une persévérance paisible, et c'est vraiment ces 2 mots ensemble qui est la clé, une persévérance paisible apporte la fortune. Bien sûr persévérer, mais paisiblement. Et donc ce n'est pas pousser, il n'y a pas de combat là, simplement savoir, je vais vers moi-même, je suis sur mon chemin, je ne peux pas sortir de mon chemin, tout est ma vie, il n'y a pas de mauvais choix, c'est une illusion de l'esprit, je ne peux pas me tromper, je suis sur mon chemin, je suis à l'intérieur de ma vie, en lien avec tout le vivant, et donc retrouver la paix et la confiance qui est là. Ok. Persévérance, très certainement, une action viendra, évidemment, et pour le moment, paisible. La persévérance paisible apporte la fortune.
Et l'image, c'est la répétition de la Terre. La Terre sur la Terre. Et ça nous dit, l'état de la Terre est le don de soi réceptif. Le don de soi réceptif. Ainsi l'homme noble, ainsi la personne noble, à la vaste nature, porte le monde extérieur. Et donc c'est simplement l'image de cette attitude, le don de soi réceptif. Parce que j'ai le cœur ouvert vers le monde, parce que j'embrasse les potentiels de rencontres, de projets, de la vie qui vient vers moi, alors je suis réellement en lien avec la totalité du vivant. Et je ne suis pas avec mes œillères en train de foncer tête baissée dans un stratagème qui ne mène nulle part. Construit par mon mental, hérité de ma culture, à pousser, à avancer, à grimper, à essayer d'arriver quelque part. Je suis déjà arrivé, et parce que je suis ici, paisible, dans l'écoute de ma direction, alors je peux recevoir, accueillir le monde extérieur, dans ce don de soi réceptif, qui est donc l'accueil, et en même temps, prêt à agir, le don de soi. Je suis au service du plus grand que moi, de cette vie qui me porte et qui m'informe quel est le prochain mouvement, quelle est la prochaine action, quel est le choix qui est le plus juste sur mon chemin. Merci au I Ching. Donc je dis I Ching ou Yi King, c'est simplement deux appellations différentes pour le même livre, vous l'aurez compris, qui veut dire le livre des mutations. Et c'est bien de ça qu'on parle, les transformations. La seule chose qui est stable dans cet univers, c'est le changement. Allons maintenant aux clés génétiques, les Gene Keys. Et donc, la clé génétique numéro 2, c'est toujours ce même hexagramme, toujours ce même principe yin. On l'observe en évolution, depuis l'ombre vers le don, vers le siddhi, qui est son état le plus pur. Et Richard Rudd, qui est donc le fondateur des clés génétiques, l'a appelé « retour à l'unité ». Retour à l'unité. Et donc ça passe dans ces trois formes, au niveau de l'ombre, de la dislocation ou désorientation. On va rentrer en détail dans le mot-clé. Le don, c'est le don d'orientation. Et au niveau du siddhi, l'unité. Dislocation. Alors pourquoi il a appelé l'ombre la dislocation ? En fait, si on imagine, dislocation, ça veut dire, ça donne à la fois cette impression d'être complètement perdu, une perte totale de faire-corps, de structure, et évidemment de direction. Mais aussi, c'est donc le démembrement. Dislocation, c'est vraiment la forme se perd. Si on imagine la grande planète comme l'organisme, et moi, petit être humain, comme une des cellules, mon sentiment, dans l'ombre de cette clé génétique, j'ai le sentiment d'être disloqué. Je suis une cellule détachée du tout. Je ne fais pas partie d'autre chose. Je ne sais pas comment faire partie d'ailleurs de cela. Au moment où je vibre cette ombre, je suis désorienté, coupé du reste. Il n'y a aucun jugement moral. Donc c'est-à-dire que lorsque je vibre cet état, cette fréquence qu'on a tous connue et qu'on connaîtra à nouveau sous différentes formes, des moments où on se sent détaché de la grande totalité, c'est cela, ça fait partie du plan divin, c'est-à-dire que je m'inscris naturellement dans c'est mon chemin. C'est parce que je traverse l'ombre et que je porte cette ombre avec moi, parce que je respire cette ombre et que je la fais vibrer, que je vais peu à peu lui permettre de changer de fréquence et donc de passer peu à peu vers l'expression du don. L'expression du don, c'est l'orientation. Donc tout simplement parce que je ne trouve plus mon chemin, parce que je m'autorise à être dans cet espace, à ressentir cela, alors peu à peu, je vais, ou très soudainement, parfois le changement se fait vraiment sous forme d'un bond, qui se fait subitement, mais c'est parce que je respire l'ombre et que je lui laisse un espace, je lui laisse un temps pour exister, je m'autorise à ressentir cela, alors la fréquence change et naturellement je vais rentrer dans le don.
c'est-à-dire trouver une orientation, retrouver un sentiment de reliance, je suis relié aux autres êtres vivants autour de moi. Ah oui, en fait, je fais partie de la vie, j'ai toujours fait partie de la vie, aussi dans ce moment juste avant, où je me sentais complètement détaché, mais je ne pouvais simplement pas m'en rendre compte à ce moment-là, et maintenant je suis à nouveau en lien, je me sens à nouveau en lien, et donc je retrouve un sentiment de direction. Pour revenir un moment sur l'ombre, en fait, chaque ombre dans les clés génétiques, elle est décrite dans 2 formes d'expression. Une forme répressive et une forme réactive. Donc, si dans sa nature répressive, la dislocation, ce sentiment de dislocation, s'exprime dans l'isolement. Je me sens perdu. Et donc, généralement, une incapacité à prendre des décisions, une incapacité à bouger, une sensation d'un état dépressif ou déprimé. Et dans sa nature réactive, qui fait aussi partie de l'ombre et qui est juste l'autre polarité qui va aller vers une expression à l'extérieur de cette ombre, sa nature réactive, c'est régimenter ou réglementer, une tendance à vouloir contrôler, puisque je me sens complètement perdu, puisque rien ne fait sens autour de moi, donc il faut que je contrôle mon environnement. Je ne suis pas en lien avec ce monde est donc potentiellement hostile à moi, et donc il faut que je contrôle, je vais mettre des règles, je vais structurer, interdire des choses, ou à moi-même ou aux autres, et donc créer tout un tas, c'est là où on parlait de stratagème, et où il y a toutes ces choses. Le mental se met à imaginer que il faut tenir ce chaos. Il faut tenir ce chaos grâce à une structure, grâce à une réglementation et une structure fixe, figée, parce que sinon c'est dangereux. Et donc l'ombre peut avoir ces 2 formes, tourner vers soi, vers l'intérieur, avec la sensation d'être perdu et de ne pas pouvoir agir, ou au contraire agir en surstructurant l'environnement autour de moi, ma vie, ma prise de décision, avec un certain nombre de règles qui ne font pas sens et qui en fait m'emmènent en dehors de moi-même, puisque je ne donne pas l'occasion à l'ombre de respirer elle-même vers le don. Naturellement, toutes les ombres évoluent simplement parce qu'elles sont observées, respirées, ressenties. Elles évoluent et nous aident à évoluer vers un état de conscience au-dessus où on se retrouve en lien avec le vivant. Le vivant est en lien avec le vivant. Et que l'on n'en ait pas conscience ne nous sépare pas pour autant du vivant. Mais pour pouvoir être en lien, il faut que je me laisse cet espace-là. En arrivant dans le sentiment d'être en lien à nouveau, je retrouve le contact avec ce grand tout, cette vie-là, les personnes autour de moi, mes amis, ma communauté, mon environnement, ou la nature, simplement. C'est aussi en allant marcher dans la forêt, en prenant le temps de regarder un escargot, le prendre dans sa main. Vous avez fait ça déjà ça fait combien d'années que vous n'avez pas pris un escargot dans votre main pour le regarder bouger au ralenti pendant un instant? Ce genre de petites choses, ça nous met en lien avec le vivant. Ça nous rappelle de façon extrêmement concrète, c'est-à-dire en dehors des mots, qu'on est en lien parce que je le ressens juste là. Je le sens bouger dans ma paume. Je peux sentir pulser son rythme cardiaque. Je sais pas si on parle d'un rythme cardiaque pour un escargot, mais en tout cas, je sens sa vie là, juste là, vibrer avec la mienne au cœur de ma paume. Et cette sensation-là nous donne accès, ou fait vibrer, résonner en nous, le don de la seconde clé génétique, l'orientation. Je sais où est ma place. C'est ici et maintenant. Et si ça résonne pas bien d'être ici, maintenant, eh bien je peux me mettre en mouvement parce que je sais où aller. Ou alors je peux me sentir très bien ici et maintenant et aussi avoir une information à propos de demain. Et ouais, je sais ma place, ici et maintenant. Et je sais aussi quel est le choix qui est le mien à propos de demain. Parce que je suis à nouveau en lien avec moi et le reste du vivant.
Et enfin, le Siddhi, c'est l'unité. L'unité, c'est difficile à définir parce que c'est pas un état mental, mais c'est cet état extatique qui est décrit par nombre de mystiques, qui sont des expériences que tout être humain peut faire, et qui souvent sont temporaires. On rentre dans cet état de conscience et de ressenti. Je suis un avec le vivant. Je suis donc au cœur de la vie. C'est cela la phrase qui résume ce Siddhi, être au cœur de la vie. Allons maintenant voir du côté du Tao l'arcane 2, la papesse, ou la grande prêtresse. De quoi elle nous parle et comment elle va nous aider, nous informer à propos de cette énergie. Ce grand yin. La papesse, elle est assise. Elle tient dans ses mains un livre. Ici, le livre de la sagesse, le lien avec le divin. Mais elle n'a pas les yeux rivés sur son livre. Elle a les yeux tournés. Ici, parfois on dit vers le passé, vers le côté gauche, l'espace de la mémoire. Elle incarne le symbole de la forme qui, tout ce qu'on touche, tout ce qui existe autour de nous, vient du passé. Tout ce qui est là dans le présent est un cadeau du passé, des ancêtres, de ceux qui ont vécu avant nous, et du monde vivant, qui a travaillé à créer ce qui est là. Cette papesse, dans cette conscience-là, elle est assise. Elle prend un instant pour respirer, observer. Et donc évidemment, elle incarne la plus grande figure d'autorité, la grande prêtresse, du côté féminin. Ici, comme on marque d'une croix une carte au trésor, vous voyez cette croix au centre qui vient pointer cette place de la porte 2, du savoir supérieur. C'est cela la papesse. D'ailleurs, si on suit la première ligne du livre, vous voyez que cette ligne, elle vient jusqu'à la jointure du livre, qui est la partie la plus yin du livre. Et cette ligne, elle nous mène à nouveau vers son centre. Donc si on suit ce livre, où est-ce que je peux aller aujourd'hui lorsque je suis en train de chercher ma direction? J'ai besoin de trouver dans ce livre une réponse. Eh bien, il vient mener à moi. La réponse est déjà à l'intérieur de moi. Et c'est bien cela de chercher. Le Yi-King enseigne cela. Et tout livre, au final, c'est une résonance avec soi. Et donc on vient chercher, comme dans le tarot, comme dans tout outil de divination, on vient chercher des réponses ou découvrir des informations qui sont déjà à l'intérieur de nous-mêmes et dont le livre est un médium qui va nous aider à accéder à cela. La papesse, historiquement, n'a pas existé. Malheureusement, c'est le pape qui s'est toujours assis sur la grande chaise de l'autorité religieuse. Mais la papesse, ça veut bien dire cela. C'est ce qu'elle vient faire en tant que porte du circuit individuel. Elle vient apporter la mutation, c'est-à-dire l'impossible, défier la structure de la religion, patriarcale au possible, défier l'interdit pour aller vers une plus grande liberté. Et donc cette porte 2, elle vient rendre l'impossible possible. Et la papesse s'assoit dans toute sa splendeur. La grande prêtresse prend les devants pour guider et partager sa sagesse de sa façon la plus yin. Cette papesse, vous voyez derrière aussi, on voit cet œuf qui est réellement la graine du possible, le potentiel, qui est couvé, c'est-à-dire c'est cette réponse en réalité à laquelle pour laquelle on s'assoit un instant, dont on a besoin, cette réponse qu'on attend lorsqu'on est en contact avec ce principe de l'arcane 2. Et donc on pourrait en parler plus en détail à l'intérieur d'un tirage, mais de façon archétypale, elle vient nous parler de l'écoute, du ressenti et de l'intuition. Dans la façon dont je regarde la structure du design humain et la correspondance que je fais avec les arcanes du tarot,
derrière chaque porte du circuit individuel, il y a une deuxième arcane. C'est le mât. Les portes du circuit individuel, elles viennent, comme le mât, nous rappeler. Toujours sont porteuses d'une énergie qui n'a pas de numéro. L'arcane sans numéro. Le mât. Le fou aussi on l'appelle. C'est l'énergie de la liberté, de la mutation. Du voyageur, mais du voyageur qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire que cette énergie, dans toutes les portes du circuit individuel, c'est une énergie créative. C'est une énergie comme poussée par son chien sur son chemin. Une énergie presque animale, avec des impulsions qui sont des impulsions de mutation, qui ne sont pas rationnelles, qui ne sont pas logiques, et qui sont surprenantes, inattendues, parfois folles, parfois trop pour le collectif, comme ce fou-là qui, comme vous le voyez, c'est un saltimbanque. Il appartient au monde. C'est un enfant du cosmos. Mais est-ce qu'il fit à l'intérieur d'un groupe, dans une entreprise qui cherche à avoir des heures fixes et un programme qui est le même depuis des générations? Non. Il va toujours dénoter. Et cette porte numéro 2, elle va aussi dénoter, évidemment. Puisque les réponses que l'on a au travers de cette porte, dans le silence, lorsqu'on est assis en contact avec le vivant, évidemment, parfois elles sont radicales. Et les chemins, les directions, les informations de direction qu'on va avoir au travers de cette porte, eh bien parfois elles demandent du courage pour s'exprimer dans un contexte où on est limité par le collectif. On est limité par des règles et par un monde qui tente à figer les choses. Mais le principe de la forme, il a ce paradoxe. D'un côté, la forme, il faut bien qu'elle ait une forme finie. C'est-à-dire que cette sculpture, pour exister, il faut que je lui donne une forme, et ensuite que j'arrête d'y toucher, et elle existe en tant que sculpture. Et ce groupe d'individus qui travaillent à un projet, je les organise, je donne une tâche à chacun, et ensuite, on travaille ensemble. Donc il y a une structure qui est là, qu'on a une tendance à vouloir figer, donner forme. Et pourtant, le principe de la forme, à l'intérieur même du principe de la forme, c'est ce que nous dit cette porte 2, dans le principe yin, est la mutation, est le potentiel de la mutation. Et donc dans la graine est déjà l'arbre, et cette graine elle va se fissurer, cette structure elle va devoir mourir, tomber, s'effriter, pour laisser place à la vie, au vital qui vient à l'intérieur de cela. Et donc, les humains vont devoir se réorganiser, cette sculpture, on va la retailler, ou on va faire autre chose, ça va devenir du sable qui va nourrir un terreau, et dans laquelle on fera pousser un arbre. L'ancien, la forme, devra se transformer, et c'est la seule loi, la seule fixité dans cet univers, c'est ce changement. Et cela nous emmène à la dernière partie de ce podcast, où l'on va traverser ensemble l'histoire, on va aller regarder les événements historiques qui se sont passés au moment où le soleil était dans cette porte 2. C'est-à-dire au moment où le soleil, qui est la plus grande source de neutrinos, qui nous, littéralement, nous chante cette fréquence, lorsque le soleil est aligné avec une des portes, il chante cette fréquence et tout le collectif en est imprimé, impressionné et va transformer, exprimer cette énergie à sa façon. On regarde dans le collectif donc à ces dates, qui est autour du 4, 5, 6, 7 mai, chaque année, on est à l'intérieur de cet hexagramme, et donc on voit des manifestations qui sont archétypales et qui représentent parfaitement l'énergie de cet hexagramme. En 1555, il y a la publication des prophéties de Nostradamus. Les prophéties de Nostradamus. Donc là, je pense qu'on est absolument parfait dans l'archétype du canal, hein, le réceptif, les traits yin, les traits ouverts, les 6 traits ouverts. Je suis un canal. Je vais pouvoir conduire l'information qui vient ou du collectif, de l'inconscient collectif, ou des informations célestes. Et je vais passer cette information, c'est ce que fait Nostradamus. Il va, à sa manière bien, à la fois poétique et surprenante, va créer ses prophéties en 1555.
En 1762, la Russie et la Prusse signent le traité de Saint-Pétersbourg, qui est un traité pour la paix, qui va enfin réunir. Il y avait une division et il y a finalement un acte de paix qui est fait, qui est un acte d'accueil, qui va créer une nouvelle direction pour ces deux États qui étaient jusque-là séparés. Et donc on est bien dans un principe unifiant et une tentative de soin apportée ici. En 1776, Rhode Island devient la première colonie américaine à renoncer son allégeance au roi George III. Donc là, on voit l'expression, c'est vraiment le mât. C'est le principe individuel, cette manifestation vers une plus grande liberté, une émancipation. Je n'obéis pas aux règles qui ne font pas sens pour moi. Je suis en lien avec ma communauté, avec mon identité. C'est vraiment cette porte 2. Et donc, là, c'est tout un groupe humain, tout un territoire, qui clame son indépendance. En 1877, c'est Sitting Bull qui conduit tout son peuple de Lakota jusqu'au Canada pour échapper à l'armée américaine. Là encore, la direction qui est trouvée, c'est le leader du groupe humain qui clame l'émancipation et la liberté pour protéger les siens. Donc on est parfaitement dans l'expression de cette fréquence. En 1904, les États-Unis commencent la construction du canal de Panama, ce jour-là. Donc le canal, là aussi, on est vraiment dans une image que je trouve parfaite. Le canal, c'est bien le plus yin qu'on puisse imaginer dans les manifestations terrestres de cette forme-là. On va pouvoir, grâce au canal, faire passer de l'eau entre deux espaces. Donc là, c'est entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. On va créer un canal qui va créer de la connexion, qui va relier le vivant d'une nouvelle façon, et qui va permettre les groupes humains, bien sûr, de faire des échanges économiques, politiques. En 1919, il y a le mouvement du 4 mai à Pékin. Et donc le mouvement du 4 mai, c'est des étudiants qui font, c'est sur Tiananmen, sur la place de Tiananmen, qui protestent contre le traité de Versailles, pour protéger les droits chinois contre le Japon. Et cette protection, eh bien, c'est aussi là, se tenir droit et aller dire non. Protéger. Le désir de protection et d'émancipation. 1924, premier vol en circuit fermé d'un hélicoptère, par Étienne et Miken. Donc l'hélicoptère, j'ai trouvé ça fantastique. L'hélicoptère, quand on y pense. Évidemment, le vol par un avion, on peut imaginer que ça c'est plutôt un principe Yang, qui est la trajectoire, le lancer d'une fusée ou d'un avion. Mais l'hélicoptère, c'est le principe yin à l'intérieur du principe yang. L'hélicoptère, c'est l'immobilisation en vol. C'est cet engin volant qui va permettre déjà de défier les lois qui jusque-là étaient les lois de l'univers. On ne peut voler que lorsqu'on imite l'oiseau, c'est-à-dire grâce à la portée du mouvement dans l'air. Eh bien, l'hélicoptère, lui, vient transcender à la façon d'un colibri et va permettre le vol statique, d'accéder à des nouveaux espaces qui étaient jusqu'alors inexplorés, inaccessibles. Évidemment, de sauver des vies, de transporter des patients et de connecter de façon nouvelle le vivant. En 1926, on a en Angleterre les grandes grèves de General Strikes, ils les ont appelées, qui sont des grèves pour le droit public. En 1929, la naissance de Audrey Hepburn, elle aussi qui peut être une bonne ambassadrice pour ce yin, ce grand yin. Elle incarne une splendeur féminine, c'était vraiment une icône, une des plus grandes icônes historiques féminines, qui a été une ambassadrice humanitaire, qui réellement a apporté des actions de soins et de nutrition à l'intérieur de notre collectif humain. En 1941, c'est l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie qui rentre à Addis Ababa et cette date est restée comme Liberation Day, donc le jour de la libération. Donc c'est vraiment, là encore une fois, l'empreinte de la liberté et
l'émancipation. En 1972, le mouvement Don't Make a Wave Committee change de nom et devient Greenpeace Foundation. Donc ça c'est génial parce que donc Greenpeace, on voit comment ça résonne avec le deuxième hexagramme. Mais en plus, là c'est le changement de nom. Donc c'est vraiment à propos d'identité. On est justement dans le réalignement. Eh bien non, oui. En fait, le nom que je me donne, le nom que je porte, que ce soit moi ou mon projet, le nom porte mon identité. Et donc c'est, parfois, me réaligner consiste à changer mon nom. C'est ce que fait Greenpeace à ce moment-là. Et évidemment, ils le font en ce jour, au moment où le soleil se trouve dans la porte 2. En 1985, c'est l'inauguration de la Géode à Paris, donc dans la Cité des Sciences et de l'Industrie. La Géode qui est une sphère, donc encore une image, une sphère dans laquelle on va pouvoir observer l'espace. Donc, j'ai trouvé ça une très belle image, une très belle métaphore, parce que l'espace, c'est aussi ce principe yin, ce sombre-là, entre les étoiles. L'espace, le grand espace. Et le faire à l'intérieur d'une sphère dans laquelle on va entrer, c'est aussi le principe yin. Elle va nous accueillir pour qu'on puisse ouvrir grand nos yeux, en silence, et nos oreilles, et nos cœurs, pour vibrer avec ce cosmos qui nous entoure, et qu'on découvre. En 1986, un incident nucléaire à la centrale nucléaire THTR-300 en Allemagne. Donc l'incident nucléaire, c'est une expression extrêmement tragique, mais qui résonne bien avec le principe yin, le nucléaire, la radioactivité, et l'aspect incontenable de ces radiations-là, c'est bien le grand yin. Et là, dans une expression tragique, qui est simplement due à nos abus à nous en tant qu'êtres humains, de pousser les manipulations jusqu'au nucléaire et et au danger que cela produit. En 1994, l'inauguration du tunnel sous la Manche. Est-ce que là, on n'est pas aussi à nouveau en plein dans le grand yin, le sublime yin, qui est le tunnel qui va sous terre et sous mer, qui va connecter, en ouvrant un passage qui jusque-là n'existait pas, va relier deux territoires de façon nouvelle. Le 4 et 5 mai, c'est aussi des jours où on commémore. Donc c'est Bird Day, donc aux États-Unis, le jour des oiseaux. J'ai trouvé très beau comme un symbole de célébrer la nature, se souvenir de cette nature qu'on maltraite et challenge tous les jours. En Inde, c'est un jour où on célèbre les mineurs de charbon. La mine de charbon. Là aussi, c'est un grand yin, où littéralement on est dans la terre, au plus profond de la terre, ce principe de la terre. Et avec tous les dangers et les tragédies que cela a engendré, parce que l'être humain a voulu creuser toujours plus profond. Et donc ce jour de commémoration résonne bien avec le grand yin. Aux États-Unis, à Chicago, est né le World Give Day. Donc ça, c'est un mouvement qui consiste à inviter les gens à donner aux associations caritatives qui leur parlent. World Give Day, donc ça c'est aussi une façon de nourrir et de prendre soin. Et aux Pays-Bas, ce jour-là, c'est Remembrance of the Dead. Donc c'est le jour de commémoration pour les morts. Et c'est là aussi un des principes féminins de l'écoute et la communion en soi aussi avec ceux qui ne sont plus là. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, cette grande traversée du yin, cette plongée à l'intérieur du principe féminin, de cette porte 2, la porte du savoir supérieur, l'hexagramme du réceptif. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes nourris par ce moment, en tout cas très certainement, moi ça m'a fait du bien et j'ai reçu quelques bons downloads, là, quelques messages pour moi-même. Passer plus de temps en silence dans les jours qui viennent. Et réellement prendre le temps d'être en lien avec mon monde intérieur. Avec toutes ces sources d'informations. Quelle quantité d'informations je cherche à l'extérieur. Mais quelle quantité d'informations se trouve juste là, au-dedans, dans mes ressentis. C'est ce que je garde avec moi à la fin de ce voyage. Merci pour ce moment partagé. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les informations lorsque les nouveaux épisodes sortent. Et vous pouvez nous trouver sur Insta @yourownway.hd et sur le web www.yourownway.co.